D'habitude, les gens emploient le mot surnaturel parce qu'ils croient que je parle de fantômes, de sorcières, de choses du genre. Je suis persuadé qu'il existe une sorte de force, une présence invisible et malveillante qui agit en permanence autour de nous et qui détermine si on doit vivre ou mourir. La mort est là tout autour de nous en permanence. Il faut regarder au-delà du monde visible. Parce qu'en fin de compte, nul ne peut échapper à la mort. La mort est à vos trousses. Et c'est peut-être à votre tour de mourir. Et on parle bien de la vraie mort, presque cosmique, qui ne se dissimule pas derrière un masque, ou derrière une jeune fille possédée. Il y a des courants d'air, parfois une ombre, un couteau de cuisine qui tombe tout seul, des fuites d'eau, terminant par une glissade plus ou moins dangereuse. Et tout ça n'est pas la faute du hasard, mais d'un plan plus que macabre. C'est Destination Finale, une franchise exceptionnelle qui est de retour d'ici quelques jours. Quelle époque de dingue on est en train de vivre. Créée à la toute fin du XXe siècle, cette série de films a su déployer épisode après épisode les fragments d'un monde où l'invisible tisse sa toile avec minutie. On y suit toujours le même motif. Un accident est évité grâce à une vision prémonitoire, des survivants trop vivants, puisqu'ils auraient dû mourir, poursuivis par la mort, invisible et méthodique, revenant pour remettre en place l'ordre naturel des choses. Force est de constater que la structure des films est assez similaire, voire même un poil répétitif, mais c'est une franchise qui est bon enfant, c'est ce que j'appelle du blockbuster horrifique. Mais malgré cette forte présence du divertissement, il se dissimule au sein de la franchise un véritable univers occulte, aux règles implicites et aux implications vertigineuses. La mort dans Destination Finale n'est pas un événement, c'est un personnage, un concept, une entité sans visage, agissant par le biais de signes et de symboles. Elle ne possède pas de voix et personne ne sait à quoi elle ressemble, elle s'inscrit dans une horreur métaphysique. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir quand, ni comment vous allez mourir, c'est de savoir que si vous êtes déjà inscrit dans sa liste, en vérité, vous ne faites déjà plus partie de ce monde, qu'importe ce que vous ferez. Et dire que tout cela commence par le biais d'un simple crash d'avion. C'est dingue. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée. Hey, salut toi! Tu te demandes ce que je fous ici, pas vrai? Bah c'est tout simplement parce que cette vidéo elle est sponsorisée. Eh ouais, c'est moi qui gère le compte en banque de tes youtubeurs préférés. Haha! Oli, c'est le nom que vous devez retenir aujourd'hui. Ce sont des boissons soft drinks, à préparer soi-même à base de poudre. Pour faire simple, vous prenez votre shaker, vous le remplissez d'eau jusqu'à 500 ml, vous versez la poudre magique d'Oli, vous rajoutez des petits glaçons et vous secouez. Vous secouez très fort. Et les amis, c'est à partir de maintenant que la magie opère. Parce que Oli, c'est une variété de goûts et de saveurs les plus fruitées les unes que les autres. Vous avez le choix entre les boissons énergisantes et les thés glacés. Ce que je préfère personnellement, c'est les boissons énergisantes. J'en ai donné une à mon pote Art, et depuis il est dans une forme olympique. C'est de la folie. Mais il y a aussi d'autres parfums comme abricot pêche ou encore citron framboise. C'est une explosion de saveurs en bouche et surtout faible en calories. Donc si tu veux ressentir des effets énergisants lorsque tu fais du sport et devenir aussi musclé que Michael Myers ou même augmenter tes réflexes lorsque tu joues aux jeux vidéo, bah ouais, regardez, grâce à Oli, j'arrive à jouer à 2 jeux en même temps. Je vous laisse deviner la partie de mon corps qui tient l'autre manette. Donc si vous voulez adopter Oli, tous les liens sont en description. Et rien que pour vous, il y a même un petit bon de réduction pour votre première commande qui fait plaisir. Sur ce, je vous recommande également de mettre un petit fond de vin rouge avec Oli. Surtout si vous êtes mineur. Ok, bah on vient de perdre le partenariat. Tout commence par un frisson. Un frisson dans l'espace-temps. Alex Browning, qu'on va désormais appeler Stan, parce que c'est Stan dans le clip d'Eminem, se prépare pour un voyage en Europe avec ses camarades de classe à bord d'un avion. Amuse-toi bien, Alex. Tu as toute la vie devant toi. Si seulement il savait. Mais une fois arrivé à l'aéroport, Alex remarque qu'il se passe quelque chose d'étrange, comme s'il avait consommé une substance illicite. Il ressent les choses différemment de d'habitude. C'est comme s'il savait déjà que la mort arrivait. Il commence à apercevoir des choses que les autres ne peuvent pas voir, et puis à ce foutu orage, qui rajoute une atmosphère et une ambiance un petit peu malsaine. La porte de l'avion est complètement rouillée, et une fois à bord, alors que l'avion n'a même pas encore décollé, il y a un bébé qui chiale, il y a un bébé qui pleure. Mauvais présage, il y a un truc qui cloche. On a un bébé, Dieu serait vraiment un enfoiré de planter cet avion. Il a pas forcément tort. Il se passe quoi 3 minutes plus tard? Ouais, Dieu existe. Bon, avant d'en arriver là, l'avion démarre tranquillement en faisant des petits tours de piste. C'est très immersif, car c'est exactement comme dans la vraie vie, il y a des gens qui n'ont pas peur, et qui s'amusent, tandis que d'autres sont complètement stressés, et se chient littéralement dessus. Personnellement, en avion, je suis comme lui.
Les roues de l'avion quittent le sol, il décolle, mais rapidement, des tremblements débutent. Il y a un problème dans l'avion. Et Alex, sait ce qui se passe, puisque depuis son arrivée à l'aéroport, il a ressenti les choses. Les masques tombent, un incendie éclate, suivi d'une explosion, et une partie de l'avion se décroche, provoquant la chute des sièges et des personnes qui sont dessus. Mais le pire reste ceux qui n'ont pas encore eu la chance de mourir, qui vont connaître un sort bien pire que la mort, être carbonisés. Alex, tu veux bien changer de siège avec Blake ou voudrais être à côté? Mais tout cela n'était qu'une vision, et c'est à partir de maintenant que la panique commence. Ce qu'il y a, c'est que ce putain d'avion va exploser! Alex hurle à la mort, stipulant qu'il vient d'avoir une prémonition, et que l'avion va avoir un grave accident. Une panique générale se met en place, au point de déclencher une bagarre, et certains élèves sont exclus du vol. D'autres sortent naturellement, parce qu'ils ont peur. Normal. Et c'est une question que je me pose sérieusement, genre vous êtes dans un avion parce que vous devez partir en vacances après que vous ayez économisé pendant plus de 2 ans, sauf que juste avant le décollage, il y a un mec qui dit qu'il a eu une vision, une prémonition, comme quoi ça allait se crasher. Ce qu'il y a, c'est que ce putain d'avion va exploser! Vous faites quoi? Est-ce que vous prenez vraiment l'avion ou est-ce que au contraire vous vous barrez? Moi si vous voulez tout savoir, je me casse. Rien à foutre des vacances. Même si le mec il se foutait complètement ma gueule ou il était sous une substance un peu illicite, rien à foutre. Il a même réussi à convaincre une professeure. Non, vous connaissez mieux la France, c'est mieux que vous partiez. Je vais rester. Tu parles, tu restes car tu flippes cochonne. Et on va retrouver notre gros cochon, qui est un peu vu comme le fou du village. Tout le monde a du mal à le croire, triste de louper le voyage du siècle. Mais quelques minutes plus tard, sous les yeux du groupe encore incrédule, se produit un événement inexplicable. Alex avait raison. La réalité s'incline, quelque chose a été brisé. Une ligne, une logique. Et c'est dans ce désordre qu'Alex a involontairement semé qu'un sombre jeu commence. Un jeu sans règles apparentes, mais avec une structure d'acier. Les survivants meurent, un à un, dans des circonstances absurdes. Cela commence par le meilleur pote d'Alex, qui est en train de poser son meilleur classique. Drôle de moment pour mourir. Elle a déchiré le rectum, il a fait une péritonite, et il est mort de sa péritonite. Bon, finalement, la mort est plutôt généreuse, et elle attend qu'il finisse de chier pour provoquer une fuite d'eau, le faisant glisser et s'étrangler avec le cordon du pommeau de douche. Ses yeux deviennent carrément rouges. Et c'est normal, parce que pendant un étouffement, la pression au niveau du thorax augmente, et cette pression, cette gêne, elle empêche le sang veineux de retourner vers le cœur, ce qui peut provoquer une congestion des vaisseaux sanguins, et notamment ceux des yeux. Et ces vaisseaux sanguins, si la pression elle est trop forte, ils explosent, comme c'est le cas dans cette scène. Alex se rapproche de l'une des survivantes, Claire, qui est la seule à vraiment le croire sur ses prémonitions, car elle aussi, elle ressent plus ou moins la même chose. Je n'ai pas vu ce que tu as vu, mais je l'ai ressenti. Ils sont en quelque sorte connectés au monde des morts, puisqu'ils peuvent ressentir les choses en avance, avant que cela ne dérape complètement. C'est très excitant. Alex, rongé par la paranoïa, et persuadé d'être poursuivi par la mort, et il a pas tort, tente de comprendre tout ce bordel. Il dessine des schémas, cherche l'ordre précis des personnes qui vont mourir, et finira carrément par vivre reclus dans un lieu abandonné, pour pouvoir le sécuriser au maximum. Une sorte de planque, où il ne se lave plus du tout, et où tout est fait pour empêcher les pièges de la mort. Mais je sais que cette cabane va m'aider à te déjouer. Par exemple, il met toujours de l'eau en dessous de la lampe qui lui sert d'éclairage, au cas où la flamme provoquerait un incendie, qu'elle soit immédiatement éteinte, tout en mangeant des plats préparés pour pas utiliser de four ou de micro-ondes. Bref, c'est vraiment la merde. Mais Alex et sa copine vont faire une rencontre. William Bloodworth, un médecin légiste, car à qui demander de l'aide pour lutter contre la mort, si ce n'est à une personne qui s'occupe des morts eux-mêmes. Tu risques, en déjouant ses plans, en ne respectant pas sa volonté, de déclencher une fureur qui terroriserait la grande faucheuse en personne. C'est grâce à cette rencontre un peu sordide qu'Alex comprend le plan de la mort. Écrivons-le en gros, voilà, comme ça. Le plan de la mort est de tuer les survivants qui ont échappé au crash du vol 180 grâce à la vision d'Alex, dans l'ordre dans lequel il devait initialement mourir. Si tu devais mourir en premier, bah tu mourras en premier. Si tu devais mourir en dernier, bah tu mourras en dernier. Vous avez compris. Et la mort va suivre cet ordre. Donc d'abord le mec dans la salle de bain, ensuite il y a sa prof qui va carrément exploser. Une autre se fera faucher par un bus. Un autre se fera décapiter par la faute d'un débris posé sur un rail de train. Bref, c'est la merde, et rapidement, il ne reste plus que 3 des derniers survivants qui sont encore en vie, Alex, Claire et Carter.
La prochaine victime est Claire, et pour Alex, il est hors de question qu'elle décède, car il aimerait bien l'enfanter. Une nouvelle fois, Alex a une sensation étrange, presque comme une nouvelle prémonition. Il sait que c'est ce soir que la mort va s'en prendre à son ami. Il la rejoint et la retrouve bloquée dans une voiture, ne pouvant sortir par la photo de la mort, qui s'amuse à la terroriser avec des câbles électriques. Avec des câbles électriques, bouh, 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 ça fait peur. Lui vient alors une idée. S'il sauve Claire, peut-être que cela déjouera le plan de la mort, puisqu'il annulera l'ordre initialement prévu. Dans l'idée, si Alex meurt avant Claire, qui était censée mourir avant lui dans le crash d'avion, peut-être que la mort arrêtera de les tourmenter, puisque l'ordre qu'elle voulait mettre en place n'est plus respecté. Pris de cet élan de lucidité, Alex saisit les câbles et se sacrifie pour permettre à sa copine de survivre, ainsi qu'à Carter. Mais un nouveau miracle se produit. Alex a survécu. Nos survivants se réunissent autour d'un verre, pensant qu'ils ont réussi à combattre et à déjouer le plan de la mort elle-même. Quelques mois plus tard, alors qu'ils se retrouvent autour d'un verre à Paris, la destination où ils devaient initialement se rendre, si le vol 180 s'était bien passé, Alex et Claire ressentent quelque chose. La mort est toujours là, derrière eux, tapis dans l'ombre, et ils sont loin d'avoir déjoué son plan. Alors à qui le tour? Ok, retenez les idées principales, on revient juste après. Attendez, on revient juste après quoi? Destination finale 2, le reflux de sang et des songes. Y a pas à dire, c'est une jolie phrase. Un groupe d'amis sont en route pour Daytona Beach, afin de faire la fête et de profiter de la fleur de la jeunesse. Oh vieux, regarde ces nichons! Bon, vous voyez le genre. Nous découvrons notre héroïne, Kimberly, qui tout comme Alex dans le précédent opus, va souffrir de sensations étranges. Quelque chose de grave va se dérouler d'ici quelques secondes. Les chaînes d'un camion portant des troncs d'arbres se brisent, provoquant une réaction en chaîne. Bon, je vous propose un petit best-of des morts. Un policier se prend un tronc d'arbre en plein dans la gueule, un motard s'éclate par terre en roulant à 200 km/h, un mec conduit pour la première fois et retourne son véhicule comme Pierre Palm... non, je terminerai pas cette phrase. Et les autres automobilistes retournent tous leur véhicule, comme moi, le premier jour où j'ai passé mon permis. Mais tout cela n'était qu'une vision. Kimberly souffre du même phénomène que notre bon vieux Alex du premier film. Elle immobilise son véhicule au milieu de la route pour couper l'accès à la voie rapide. Évidemment, ça énerve pas mal de personnes, que cela soit des inconnus voulant simplement partir en vacances pour... Oh vieux, regarde ces nichons! Vous avez compris? Mais cela énerve également son groupe d'amis, qui l'écartent et lui font comprendre qu'elle est juste folle alliée. Il va se passer un horrible carambolage. Un policier intervient et demande à tout le monde de se calmer, mais Kimberly attend. Elle sait très bien ce qui va se produire. Plus loin sur la route, le fameux camion transportant les troncs d'arbres conduit à vive allure, et l'accident se produit. Kimberly a sauvé beaucoup de monde, dont ses amis. Et une fois encore, la mort s'est vue voler de ses droits, et elle va devoir prendre sa revanche. Et il y a même des personnes qui ont dit que c'était la mort qui pistait ses victimes, qui chassait chacune d'elles, jusqu'à ce qu'elles puissent toutes les tuer. Rapidement, nos personnages vont découvrir qu'ils sont poursuivis par la mort elle-même, et c'est notamment grâce à ce qui s'est passé dans le premier opus, le crash de l'avion. Le vol 180, pour être précis, est devenu une véritable légende urbaine, car tous les survivants sont morts par la suite, dans des conditions étranges. Et les théories d'une faucheuse qui poursuit les gens qui survivent, alors qu'ils devaient initialement mourir, s'est répandue à travers les médias et la presse. Alors vous y croyez à cette histoire de mort? Ben, au début, non. Non, je vous l'avoue. Jusqu'à l'an dernier où on m'a demandé d'aller éponger un survivant du vol 180. Le pire étant que nos personnages sont liés d'une façon ou d'une autre au crash de l'avion du premier film. Attendez, mais pourquoi? Tout simplement parce que le crash de l'avion du premier film a engendré une onde de choc dans le tissu du destin, et cette onde a modifié le parcours de plusieurs autres vies à leur insu. Une seconde. Alors si vous n'étiez pas sorti de l'appareil, aucun de nous ne serait en vie en ce moment? Exact, c'est pourquoi la mort s'y prend à l'envers. Parce que la prémonition d'Alex, dans le premier film, n'a pas seulement sauvé lui et ses amis, cela a également sauvé des personnes autour, des bénéficiaires collatéraux, que la mort n'a pas oubliés. Par exemple Claire, elle aurait dû mourir dans le vol, mais elle n'est pas morte, et elle est de retour dans ce deuxième opus pour aider, et parfois sauver la vie d'autres personnes, qui auraient dû mourir si elle n'avait pas été là. Et comme elle n'aurait pas dû être là, puisqu'elle aurait dû mourir au moment du crash, vous avez compris. Elle recolle les morceaux un à un. La mort doit corriger ses erreurs, et c'est tout l'objectif de ce deuxième opus. Et c'est ainsi qu'elle recommence ses sombres agissements.
Tout d'abord, un mec qui se coince la main dans le lavabo, sauf qu'un incendie démarre à cause du fait qu'il renverse sa poêle. Il galère tellement, mais il réussit à s'en sortir avant que les fenêtres de son appartement se ferment mystérieusement. La mort veut vraiment qu'il crève chez lui. Il brise la fenêtre, descend l'échelle de secours, avant de glisser sur des spaghettis et de... Ouais, pas de chance. Un autre personnage manque de mourir étouffé par son dentiste. Ah, le dentiste. Tout le monde adore ça, pas vrai? La petite piqûre dans la bouche là, pendant que le petit tuyau aspire notre salive. Pardon, premier j'arrête. En fait, la mort est plutôt cool, puisqu'elle va attendre qu'il termine sa session de dentiste pour pouvoir le tuer. Ouais, sombre destin. La dernière chose qu'il a fait de son existence, c'est de se faire soigner les dents. Comment ça, il y a un sac mortuaire? Comment il reste des morceaux du corps là? Comme je vous le disais, notre groupe de survivants de l'autoroute sont rejoints par la seule personne encore vivante depuis les événements du premier film, Claire Redfield dans Resident Evil. Bref, qui leur fait clairement comprendre qu'ils sont dans une merde noire. Eh bien, ils vont mourir puisque tu les as mis sur la liste. Depuis les événements du premier opus, elle s'est volontairement fait interner dans une sorte d'asile psychiatrique, pour être sûre de ne pas pouvoir mourir, et être surveillée en permanence. Un peu comme Alex, qui vivait dans un espace insalubre, reclus de la société. Ils sont devenus paranoïaques et ne vivent plus vraiment, tellement la mort leur a bousillé leur existence. Sauf qu'Alex a fini par mourir, et que Claire est toujours en vie, et cette vie n'est plus vivable. Elle décide alors d'aider notre groupe de survivants de l'autoroute, en les convainquant de rendre visite au mystérieux médecin légiste. Il est toujours aussi bizarre, et il aime bien enlever les piercings au téton de ses cadavres. Ah, désolé, je peux pas regarder. Ça serait sur les couilles, je dis pas. Seule une nouvelle vie pourra vaincre la mort. Bon Dieu, de quoi il parle? Mais l'introduction d'une seule vie qui n'était pas supposée être pourrait invalider la liste et forcerait la mort à reprendre à zéro. Et c'est à partir de maintenant que l'espoir renaît. Car au moment de l'accident, une femme enceinte a survécu et était sur la route alors qu'elle aurait dû mourir. L'idée est que possiblement, la naissance de son enfant, donc d'une existence qui n'était pas prévue, puisque encore une fois, la mère devait mourir sur l'autoroute, pourrait réinitialiser le plan de la mort et possiblement l'arrêter. Une nouvelle vie pour une vie, un bébé pour sauver tout le monde. Si elle met au monde un bébé qui aurait dû mourir dans ce carambolage, Ouais. une âme nouvelle que la mort n'avait pas introduite dans sa liste, ça dérègle l'ensemble de son plan et on est tous sauvés, cette naissance efface tout. Le plan devient alors le suivant, protéger la femme enceinte et faire en sorte que son bébé sorte de son utérus. Bon, entre-temps, d'autres personnages vont mourir, notamment la fameuse scène de l'ascenseur. Franchement, dentiste, ascenseur... Non, pas ça! Je veux pas mourir! Autoroute, avion, c'est la pire saga niveau phobie. Et on est qu'au deuxième film. Ah, et j'ai oublié, téton. Mais pas mal de personnes, dont Claire, réussissent à survivre jusqu'à la venue du bébé, jusqu'à ce qu'il sorte du vagin. Attendez, mais il est énorme! La taille de son utérus doit être... Sauf que l'héroïne a une nouvelle vision. Même si l'accident se produisait, la femme enceinte ne mourrait pas. Elle était épargnée, quoi qu'il arrive. Ils ont donc traversé tout un tas d'épreuves pour rien. Et c'est ainsi que le personnage le plus important de la saga, Claire, décède. Je suis dégoûté. Sauf que Kimberly, elle a une idée. Souvenez-vous de la phrase du médecin légiste. Seule une vie peut briser le cycle. Alors est-ce que la solution, ce serait pas de se suicider? À ne pas sortir de son contexte. Une vie contre une vie. Et pour savoir si elle a raison, Kimberly s'empare d'une voiture avant de foncer dans un lac pour se noyer. Un policier qui l'accompagne plonge pour la sauver. Et même s'il galère un peu, et bah, il finit par réussir. Grâce à toi, on a battu la mort. Comme l'héroïne a voulu se suicider et qu'elle a failli y rester, ils pensent tous qu'ils ont échappé à la mort. Mais ce n'est pas vraiment le cas. La mort est toujours là. Bon, faut qu'on fasse un petit point là. Avec les deux premiers opus, on voit l'apparition de failles dans les systèmes, permettant d'échapper sur une plus ou moins longue durée à la mort. Première faille, une vie pour une vie. Si on se concentre sur le deuxième opus, le médecin légiste dit « Seule une nouvelle vie pourra vaincre la mort. » Autrement dit, si l'un des personnages censés mourir accouche d'un enfant, la malédiction sera levée, et tout le monde survivra. En tout cas, ceux qui ont réussi à survivre jusque-là. Et c'est une possibilité. C'est possible qu'avoir un enfant bouleverse le plan de la mort, au point d'y mettre un terme. Mais comme la femme enceinte de cet opus ne devait dans tous les cas pas mourir, on ne le saura pas, et à vrai dire, on ne le saura jamais. Sauf si le prochain opus exploite cette possibilité. Si la mort vous poursuit, faites des gosses. C'est un peu la morale de tous ces films. Deuxième règle, la mort esquive.
Dans le premier Destination Finale, Alex pensait que de sauver la personne qui était censée mourir dans l'ordre de la liste de la faucheuse lui permettait de survivre. En réalité, c'est tout sauf le cas. Elle fait une esquive et se détournera sur la personne qui le ou la sauve. Elle s'est détournée de moi. Alors à qui le tour? Autrement dit, elle passe un tour, bute quelqu'un d'autre et recommence à suivre l'ordre précis de sa liste. De la même façon qu'une vie pour une vie pourrait indiquer de tuer quelqu'un. On offre quelqu'un à la mort pour échapper à son funeste destin. Mais même ça, cela ne sert à rien. Et on le verra avec le 5e opus qui met ce concept en avant. Dans cette saga, la mort n'est ni juste, ni cruelle, elle est mathématique. Si vous bouleversez son plan, vous modifiez simplement une variable, et elle réajustera le tout pour quand même finir l'équation. Avec ce genre de règles, comme une vie contre une vie, ou l'esquive, tu gagnes seulement du temps, mais pas une survie définitive. Tout cela n'est qu'une part du plan sadique qui mène au cimetière. Un plan? La mort finira toujours par réécrire l'histoire, car si vous deviez mourir à un moment donné, il faut bien que vous mourrez. La mort est une enflure. Bon allez, on passe au prochain film. Certains lieux sont construits pour nous arracher un cri. Des cris de joie, de vertige, d'adrénaline. Mais parfois, ce sont des cris d'autre chose. Quelque chose de plus profond, nous rapprochant de la mort éternelle. Destination Finale 3, le manège du diable. Le 3e chapitre de la saga s'ouvre dans un carnaval, lors d'une belle nuit d'été. Wendy et ses amis décident de profiter et de faire des attractions à sensation. On a une chance sur 250 millions de crever dans un grand 8. C'est rassurant. Il se passe quoi 3 minutes plus tard? Ouais, pas de chance. Je vais pas vous mentir, le début du film est un peu long. Il y a pas mal de sous-entendus sexuels, des personnages un peu débiles, des accros du sexe, et le réalisateur aussi, mais par pitié, en plus elles ont le cul plat. Dites, vous ferez un petit palais avec vos petits nichons pendant le looping? Je vous promets, les morts arrivent. Et c'est d'ailleurs cette addiction à la perversité, et au sexe, qui va provoquer l'accident. Parce que ce gros pervers, il va perdre son appareil photo. C'est un vrai traumatisme. Je vous jure que faire des manèges, surtout dans des fêtes foraines, je sais pas, moi ça me terrifie parce que je repense à ce film. Il y a combien de chances de mourir dans une attraction, il disait? On a une chance sur 250 millions de crever dans un grand 8. Mais tout ça, c'était une vision de Wendy, notre nouvelle héroïne. Bon, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Ce qui provoque une bagarre générale, car tout le monde s'énerve du fait de la panique, et du fait que Wendy tente de convaincre l'ensemble des personnes à bord du manège de partir. Elle et quelques-uns de ses amis décident de se casser, et alors que le monde entier la prend pour une folle, un miracle, ou plutôt une malédiction, se produit. Et c'est reparti pour un tour, sans mauvais jeu de mots. La mort va reprendre sa liste de personnes à tuer dans l'ordre, dans lequel ils étaient censés mourir. C'est tout d'abord les pétasses blondes, un cliché nécessaire à tout bon film d'horreur. Ne pas dépasser 250. Hop hop hop, on est sur YouTube, bande de dégueulasses. Et tout comme Alex dans le premier film, Wendy sent les choses, comme un don donné par les anges, pour qu'elle puisse s'en sortir. Elle sent que les pétasses blondes vont mourir, et tente de les prévenir. Mais c'est trop tard, la musique dans la salle du V est beaucoup trop forte, et elle commence même à chanter, avant de... Bon bah super, un nouveau traumatisme. Il y a aussi l'un des survivants qui, pendant une séance de sport intensive, commence à un peu trop prendre la confiance, en insultant la mort, jusqu'à ce qu'elle se venge. Tu vois ce que je t'avais dit? J'emmerde la mort. Je suis un gagnant, c'est tout. Tu vois que j'avais raison, Kevin. Je vais la vaincre. C'est le karma. Wendy commence à entamer des recherches avec un ami et découvre que pas mal de personnes avant elle ont vécu ce genre d'événement. Survivre alors qu'ils n'auraient pas dû, parce que quelqu'un était touché par une prémonition, jusqu'à se faire poursuivre par la mort et que tout le monde crève. Ces recherches l'amènent à la découverte de l'histoire des passagers du vol 180, du premier opus de la saga. Il y en a un qui a eu une vision, il a vu l'avion exploser. Exactement comme toi. Les 7 qui avaient débarqué ont eu tour à tour des accidents. Ils sont morts dans l'ordre où ils étaient assis, comme s'il y avait un plan. Et une nouvelle règle rentre en compte dans cet opus, les photos. Même si Wendy a toujours des visions ou des sensations, pour connaître le destin des personnages, elle doit regarder les photos qu'elle a prises avant l'accident. Elle aimait bien prendre des photos, me demandez pas.
Excusez-moi. Et les photos annoncent à l'avance la mort des personnes, et surtout la façon dont ça va se produire. Les personnages y vont même de leurs petites théories. Genre, si l'un d'entre eux se suicide, peut-être que ça déjouera le plan de la mort, parce qu'elle n'avait pas prévu ça. C'est une idée qui est complètement conne. Bon, est-ce qu'un autre personnage pourrait mourir pour le divertissement? Ça fait du bien. Et la finalité, c'est un peu le bordel. Disons que Wendy réussit à sauver la vie de pas mal de personnes, et qu'en le faisant, elle pense déjouer définitivement le plan de la mort, sauf que la faucheuse va avoir un plan plus morbide encore. En un seul mot, l'espoir. Elle va leur donner de l'espoir. Un peu comme une surprise qu'on vous donne, et qu'on vous retire tout de suite. Un peu comme lorsque vos parents vous promettent une PS5, et que vous vous retrouvez avec une PS3. Putain, c'est les souvenirs comme ça qui remontent. L'espoir d'avoir vaincu la mort. L'espoir de vivre encore pendant de longues années. Mais la mort a seulement patienté pour attendre le bon moment. Le moment où tous les survivants miraculés de la maudite attraction seraient au même endroit, le métro, et qu'un nouvel accident, cette fois-ci sans survivants, se produise. Bon allez, prochain opus. Destination finale 4, le stade, le sang et le silence. Tout commence par les rugissements des moteurs, une course automobile, un circuit, des cris, des bières, la bonne ambiance. Attendez, c'est moi ou y a un mec qui a une croix gammée sur le bras là? Et c'est qui ce mec qui porte un t-shirt avec écrit « La vie est une pute ». Pour être honnête, c'est l'opus le plus bizarre de l'ensemble de la saga, pour pas dire le plus mauvais. Nick, un jeune homme ordinaire, est pris d'une vision. Une fois encore, c'est le chaos, un accident, des explosions dans les gradins, des éclats de métal tranchant, des flammes, des gens broyés sous les décombres. Le stade devient un piège, une arène de la faucheuse éternelle. C'est joliment dit, mais pas aussi joli que le film, puisque comme la 3D était à la mode à l'époque, ils vont vous foutre plein d'effets de jaillissement. Il y a même un générique entier conçu uniquement pour la 3D. Bouh, ça fait peur. Ouais, on va faire vite pour cet opus. Nick sort de sa vision et tente de prévenir toutes les personnes possibles, et surtout ses amis proches, qu'ils doivent immédiatement quitter le stade. Personne ne le croit, et évidemment, l'accident se produit. Ouais, celui-là c'est quelque chose. Évidemment, c'est un profond drame. Beaucoup, mais alors beaucoup de personnes décèdent, à l'exception de quelques personnages, sauvés de force par la vision de Nick, notamment le gentil personnage à la croix allemande du début du XXe siècle, tatoué sur le bras. C'est ton heure qui va pas tarder, chocolat. Ok, on vient de perdre la monétisation de cette vidéo. Les jours passent et Nick n'arrive pas à passer à autre chose. Il a la sensation que lui et ses amis qui ont survécu au drame de la course sont poursuivis par quelque chose, la mort elle-même. C'est d'autant plus perturbant qu'il fait des cauchemars où il aperçoit des objets en 3D venir vers lui. Bouh, ça fait peur. On est totalement sur une cinématique de PlayStation 2. Pourquoi pas? Je sais pas quoi dire, pourquoi pas. Et c'est l'adepte des Allemands de la Seconde Guerre mondiale qui meurt en premier. Enfin, de la Seconde Guerre mondiale. Même aujourd'hui, les Allemands, ils ont pas vraiment changé. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie, oui. Attendez, mais comment il meurt? Et je vais pas vous mentir, mais c'est un opus qui n'apporte absolument rien à la mythologie de la saga, ni même sur l'apparition de toutes nouvelles règles. On est vraiment sur un schéma classique, un enchaînement de tueries plus ou moins violentes, entraîné par la mort qui est plus joueuse que jamais, mais malgré tout, il y a quand même une scène qui est légendaire et qui a traumatisé beaucoup de personnes, celle du caillou qui passe en dessous de la tondeuse, et qui est projetée comme une balle, tirée à vive allure dans l'œil de l'un des personnages. Je veux pas vous rendre paranoïaque, mais sachez que j'ai déjà reçu des cailloux à cause de ce type d'appareil sur ma voiture, ce qui avait provoqué des petites rayures, une toute petite bosse de pas grand chose, mais ça foutait quand même le seum. J'ai un pote, et c'est véridique, qui a reçu un caillou projeté sur sa vitre arrière et ça l'a explosé. Dans sa voiture, il y avait plein de verre partout, et si il conduisait plus vite ou plus lentement, ça se trouve ça serait arrivé en plein dans sa gueule, ça aurait pu exploser sur sa gueule, c'est quand même une folie. Et on a aussi reçu sur la chaîne le témoignage d'une abonnée qui disait avoir une connaissance qui s'est fait assommer par la force de cette action. Et je suis en train de regarder des articles, mais selon des estimations, ça fait une dizaine de morts en France. Quand vous voyez des ouvriers qui s'occupent du jardinage dans les rues, dans les parcs, dans les écoles, je sais pas, à proximité de lieux publics, faites attention. C'est rare, mais ça peut vous arriver. On va rendre tout le monde paranoïaque, c'est incroyable. J'ai envie de me foutre à poil. L'idée de Nick est de briser la malédiction, en sauvant la personne qui est censée mourir dans l'ordre souhaité par la mort. Et donc dans l'ordre où ils étaient censés mourir lors de l'accident de la course. Et pour cela, il est accompagné d'amis fidèles, qui vont le suivre jusqu'au Valhalla. Je vais baiser jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais, très bon programme. Sauf qu'il va vraiment le faire. Et ah non, merde. Comment j'enlève ça, putain? Et puisqu'on est dans Scary Movie plutôt que dans Destination Finale, ce gros baiser va finir par se faire aspirer le cul au fond d'une piscine.
Et autant continuer avec les autres, un personnage va se faire écraser par une piscine de rééducation dans un hôpital. Un autre va se faire écraser par une voiture. Mais le pire reste l'explosion du centre commercial, entraînant un dérèglement de l'escalator. Combien de morts par la faute d'escalator en France? Une centaine par an. Une centaine. Non, je déconne. Promis, j'arrête de vous faire peur. En tout cas, le dernier cas de quelqu'un qui est mort à cause d'un escalator, ça remonte à 2014 et c'était en Belgique. Et c'est même pas qu'il s'est fait écrabouiller par les rouages qui sont dissimulés sous les espèces de tapis roulants là. Dans l'idée, il portait une écharpe qui s'est bloquée dans le mécanisme d'un escalator, ce qui a provoqué son étouffement parce qu'ils ont pas réussi à retirer l'écharpe. Donc il est mort asphyxié. Terrifiant. Non mais terrifiant. Et en plus... quelle mort de merde! Ah, c'est pas mal ça, j'ai pas pensé! Mais tout ce que vous avez vu dans ce centre commercial, que ce soit l'explosion ou la scène des escalators, était en réalité une vision du héros, le prévenant de ce qui va se passer dans le futur. Il s'y rend pour modifier l'avenir et empêcher que cela ne se produise, et même s'il galère un tout petit peu, il va réussir à sauver tout le monde. De nouveau, il a déjoué la mort. Mais évidemment, ce n'est pas le cas, et tout recommence. Bon, on va pas se mentir, Destination Finale 5 est un défouloir plutôt fun et sans prise de tête, qui fait de la mort une simple machine à tuer sans visage, sans mystère et surtout sans morale. On est limite content que les personnages décèdent, tellement ils incarnent des stéréotypes ambulants sans charisme, ce sont des yaourts nature, et les yaourts nature, ils ont pas de charisme, j'ai pas d'autres métaphores et je devrais arrêter d'en faire. Tout ça pour vous dire que le film est vide de tout, au point même qu'on ne retrouve pas notre bon vieux médecin légiste. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce 4e opus, bordel? Je vais baiser jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais vous allez voir, c'est un peu, voire même beaucoup mieux dans le 5e opus. Destination Finale 5, le pont, la chair, le secret. Ce nouvel opus relate l'histoire de... oh non, ça recommence. C'est encore de la 3D. Et en plus, on a encore le droit à des personnages tellement, mais tellement attachants. Du gras, hein? Non, tu vois? Ce sont des seins. Le bus d'une entreprise, rempli de collègues de travail qui se détestent, doivent traverser un immense pont en acier. Sauf qu'avant la traversée, le personnage de Sam est touché par une vision. Et cette fois, elle est d'une précision chirurgicale, car va y avoir de nombreux morts. Je vous le dis tout de suite, c'est l'apocalypse. Et voilà que certains terminent par une chute mortelle dans l'eau. Certains sont découpés à cause de câbles métalliques. D'autres se prennent des voitures sur la gueule. Attendez, elle est sympa celle-là. Est-ce qu'on peut la remettre? Ah, c'est goûtu. Certains sautent pour espérer s'en sortir, mais s'explosent sur les débris, jusqu'à ce qu'une explosion se produise et provoque un véritable charnier. Mais vous commencez à comprendre le principe, ce n'était qu'une vision, et Sam réussit à s'échapper et à sauver tous ses collègues de travail. Qui a envie de sauver ses collègues de travail? Personne. Et enfin, la mythologie de la saga avance, puisque c'est le retour de notre cher médecin légiste, Philippe Boxeau. Le manche de brosse lui est rentré dans le cul, il a défoncé le rectum et il est rentré à peu près jusqu'au niveau cardiaque. Qui leur annonce une toute nouvelle règle vis-à-vis de la mort. Vous deviez mourir sur ce pont et... vous ne devriez pas être là. Si vous la laissez en prendre un autre à votre place, alors vous aurez sa place dans l'univers des vivants. Et tous les jours et les années qui lui restent à vivre. Et il aura votre place dans l'au-delà. Un instant, on tue une personne et on obtient sa vie? Autrement dit, si on tue volontairement une personne innocente, alors la mort prendra sa vie à votre place, vous permettant d'échapper à cette terrible malédiction. Et au-delà des scènes à sous-entendu sexuels... Comme un traitement par le massage? Érotique, le massage? Attendez, mais on est clairement dans une parodie là. Miam miam dim sum. Et bah c'est la première fois qu'on voit des personnages tentant de tuer volontairement d'autres personnes pour pouvoir échapper à la mort. Même moralement, ça pose plein de questions. Est-ce que vous, derrière vos écrans, vous tuerez quelqu'un d'innocent pour pouvoir survivre? Donnez-moi la réponse en commentaire. Comme ça on verra qui est un psychopathe ou non. Et on créera un petit groupe WhatsApp pour se réunir et tuer des gens ensemble. Attendez, c'est le 17 le numéro de la police? Et c'est notamment Sam, le personnage principal, qui va tenter de sauver sa copine, pourchassée par l'un de ses collègues de travail, qu'il a lui-même sauvé. Le mec, il sauve son pote, et son pote veut buter sa meuf, pour pouvoir échapper à la mort.
Quelle journée de merde. Mais vous vous en doutez, cela ne fonctionne pas. Et cette règle d'une vie contre une vie n'est pas du tout, mais alors pas du tout fiable. Petite compilation des tueries, si vous voulez bien. Une table de massage avec de l'acupuncture qui se renverse. Celle-là, elle est bien dégueulasse. Une athlète qui se fait un coup du lapin après un saut risqué. Et surtout, la scène de l'œil. On va suivre l'une des survivantes qui doit se faire opérer de l'œil droit et elle est un peu stressée. Pourquoi les toutous? Oh, c'est pour les plus jeunes des patients. C'est parce que je suis pédophile. Mais évidemment, le laser de l'opération va prendre en puissance. Peut-être un peu trop. Et va lui... Ah, putain! Attendez, moi je vous laisse regarder, je ferme les yeux. Ah, c'est dégueulasse! Et le film se termine par un twist légendaire, ce qui fait que même si l'histoire était pas forcément dingue, et que cette toute nouvelle règle de tuer quelqu'un pour essayer de s'échapper, d'échapper du moins à la mort, elle a été un peu sous-exploitée, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant, et ben on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Un petit gâteau avec un peu de chantilly et une petite cerise que tu te mets là, une petite boule. Très bizarre comme phrase. Et bien la fin est extraordinaire. Pensant avoir vaincu la mort elle-même, Sam et sa copine décident de partir en voyage à Paris. Et pour ça, ils doivent prendre l'avion. Logique. Attendez, mais quoi? Mais non, c'est pas vrai. Ils sont dans l'avion du premier film. C'est incroyable. Ce qui fait que Destination Finale 5 n'est pas Destination Finale 5, mais plutôt Destination Finale 0. Sam et sa copine font partie des victimes du crash du vol. On n'échappe jamais vraiment à la mort. Bon, je pense qu'on a besoin d'une explication à tout ce bordel. Déjà, la mort joue à l'échelle du temps. Elle tisse ses fils d'un film à l'autre, sans linéarité, et dont le vol 180 est un point de convergence. Dans Destination Finale 2, les survivants sont tous liés d'une façon ou d'une autre à celui-ci, puisqu'ils devaient aussi tous mourir si Alex était resté dedans et n'avait pas eu ses visions. Alors si vous n'étiez pas sorti de l'appareil, aucun de nous ne serait en vie en ce moment? C'est pourquoi la mort s'y prend à l'envers. Ainsi on ne crée plus de nouvelles vagues. Elle recolle les morceaux un à un. En clair, la mort corrige la chaîne, puisque la survie des personnages du premier film a entraîné la survie d'autres personnes qu'ils auraient dû croiser. Dans Destination Finale 3, les personnages se renseignent sur le vol, et on s'inscrit dans l'exacte même temporalité. Destination Finale 4 n'apporte rien à tout cela, c'est de la merde, et Destination Finale 5 revient avant le premier film, refermant définitivement la boucle avec le vol. Tout cela pour dire que le vol 180 est le centre du vortex, le cœur de la tempête, le point de rupture de la trame de la réalité, et je ne serais pas surpris s'il possède un lien avec le prochain opus de la saga. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est si on considère que Destination Finale ne suit pas une chronologie classique, mais une structure cyclique, voire mythologique. La mort teste les humains, encore et encore. Elle modifie ses règles, glisse des exceptions, des visions, des indices, pour voir si quelqu'un peut briser le cycle. Mais personne n'y parvient, ou n'y est encore parvenu. Même lorsqu'on croit avoir gagné, la mort revient, différemment, ailleurs, plus tard. Et le vol 180 revient toujours, en fond, en secret, comme le cœur battant du mensonge. Et le personnage du croque-mort dans tout ça, à quoi il sert? Certains pensent qu'il est affilié à la mort, comme celui qui l'accompagne ou l'aide. Est-ce que ça veut dire que si on fait échouer celui-ci, on déjoue la mort? Alex, c'est ce que vous avez fait en descendant de l'avion. Je pense qu'il dissimule de sombres histoires, peut-être que c'est la seule personne qui a vraiment réussi à échapper à la mort et à déjouer ses sombres agissements. Le seul problème, c'est que les conseils qu'il donne jouent en faveur de la mort. Genre, dans Destination Finale 5, il dit qu'il faut prendre la vie d'un innocent pour pouvoir survivre. Bah ça marche pas. Pareil dans le 2, où il dit qu'il faut une vie pour une vie avec la femme enceinte. Bah pareil, ça ne fonctionne pas. Il a plus l'air d'aider la mort que d'aider les personnes qui essaient d'échapper à la mort. Donc est-ce que ça serait pas un architecte du cycle? Un architecte de la mort? Le passeur des morts vers l'enfer? Ou peut-être qu'il est un prisonnier du cycle, et que la mort l'a condamné à observer les autres mourir jusqu'à la fin de son existence. Condamné à être un témoin éternel sans pouvoir intervenir, au point même d'y faire son métier. Vu quoi? Quelques-uns peuvent survivre au désastre. Ensuite, un par un. Tous, la mort vient les prendre. Tout cela s'inscrit dans un univers où personne ne peut survivre, ce qui rend l'expérience d'autant plus malsaine. Surtout avec l'ambiance des premiers films, bien plus sérieuse et bien plus mature. Tu vois des jeunes sombrer dans la paranoïa, de voir leurs proches mourir, de savoir qu'ils vont à un moment donné être piégés par la mort, sans échappatoire possible, et sans savoir quand. Y a rien de plus terrifiant. Parce que là on parle pas d'un tueur en série qui commet des erreurs, on parle de la mort elle-même. Y a rien de plus puissant qu'elle. Et
quand la mort nous pourchasse, on a l'impression d'être déjà mort, on a l'impression d'être déjà dans une sorte de purgatoire. On est condamné sur la planète Terre à vivre sous une menace qui est constante, à vivre dans une sorte de panique générale, parce qu'à tout moment, la mort peut vous fumer, et en plus elle est joueuse, elle aime bien s'amuser avec le cadavre, et personne ne peut y échapper. À vrai dire, à partir du moment où un personnage est confronté à une prémonition, lui et ses amis sont déjà considérés comme morts. La prémonition n'aide en rien, elle retarde juste le moment où ils vont mourir. Car en soi, ils pourraient très bien ne rien faire et mourir immédiatement, puisqu'ils vont finir par tous mourir à la fin du film, ou à la fin des films. Mais nous sommes des humains, et nous avons la prétention de pouvoir survivre, et de pouvoir déjouer quelque chose d'incompréhensible. La mort qui est presque un dieu omniscient dans cet univers. Et puisqu'on parle des visions, qui en est le créateur? Et si c'était la mort elle-même? La mort souhaitant que des personnes échappent à la mort temporairement, pour pouvoir s'amuser avec elle, et tuer encore plus de personnes. Tout ça pour dire que Destination Finale, c'est une fable cosmique sur l'inévitabilité de la mort, des accidents mortels, un miroir tendu dans une époque de contrôle et de rationalité constante. Et là où l'on cherche toujours à comprendre tout, puisque l'esprit humain est conçu pour trouver une ou des réponses, eh bien parfois, il n'y a rien à comprendre, seulement un gouffre sombre, ne dissimulant pas le terrier du lapin d'Alice au pays des merveilles, mais bien le vide d'une mort froide. Et c'est sans doute cela la chose la plus terrifiante. Putain, qu'est-ce que c'est pessimiste comme conclusion? Et le prochain opus dans tout ça? Dans Destination Finale 6, nous allons retrouver des personnages confrontés à la mort. Le ton et l'ambiance se rapprochent clairement de la direction des 3 premiers opus. Ça a l'air d'être beaucoup plus sérieux, ce qui est pas pour me déplaire, au contraire. Et on sait d'avance qu'il sera intégré à la chronologie de la franchise, avec un lien fort avec les opus principaux. On va retrouver notre croque-mort, on aura sûrement le droit de toutes nouvelles règles, et est-ce que des personnages seront de nouveau liés au vol 180, qui est quand même le cœur de la franchise? Bah je l'espère. Les rumeurs indiquaient que les survivants de ce film seraient des enfants de parents, ayant réussi à échapper à la mort. Est-ce qu'on va apprendre que l'un des parents aurait enfanté des personnages du premier film qui ont réussi à échapper au crash d'avion? Ce ne sont que des théories un peu farfelues, mais c'est le genre de lien qu'on aimerait bien voir être développé dans le prochain opus. Réponse d'ici quelques jours seulement, puisque le film débarque dans nos belles salles de cinéma. Affaire à suivre donc. Et c'est la fin de cette vidéo. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Cette vidéo a demandé beaucoup de travail, donc pour une fois, je vais faire un peu mon gars casse-couille et vous aurez légitimement le droit de me foutre une petite claque, une petite tarte sur le cul. Mais si vous pouvez soutenir la chaîne avec un like, un j'aime, enfin c'est pareil, un commentaire ou même un partage. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire votre opus de la saga préférée. Est-ce que vous préférez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5? Est-ce que vous préférez déjà le prochain, qui est même pas sorti, mais on sait pas, il y a peut-être des devins, il y a peut-être des gens qui ont des prémonitions dans le chat. Ça me ferait énormément plaisir, et surtout, ce qui me rendrait le plus heureux au monde, bah si vous ayez passé un bon moment devant cette vidéo, que vous ayez trouvé ça cool, un peu sympathique, un peu drôle par moment, au moins une petite blague qui vous a fait rire. Et je voudrais également remercier notre partenaire, Oli, qui nous ont sponsorisé, alors qu'on est une chaîne qui parle uniquement de films d'horreur toute l'année. C'est-à-dire que c'est une marque qui a pas du tout besoin de nous, qui sponsorise tout un tas d'autres youtubeurs qui sont énormes, des stars internationales. Et là, ils ont la gentillesse de soutenir une petite chaîne qui parle uniquement de films d'horreur toute l'année. Et même, on parle de sujets tellement glauques, on parle de Terrifier en boucle. Sur mes lives, j'arrête pas de vous faire la propagande du film The Sadness. On a déjà parlé de Megan is Missing, de The Poughkeepsie Tapes, qui abordent des sujets assez délicats quand même. Et pourtant, ils m'ont laissé carte blanche, ils m'ont fait confiance. Et pour une fois qu'on réussit à avoir un sponsor, donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir leurs produits, même si vous connaissez déjà tous la marque. Merci à eux, merci à vous. Et j'arrête ce moment émotionnel, sinon je vais finir comme ce personnage. Moi et mon pote Billy de la franchise The Saw, on vous fait des gros bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et on laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce qu'on vous souhaite, et surtout c'est tout ce que vous méritez, vraiment sincèrement. C'était mes Romains, de gros bisous, on se retrouve bientôt, c'est promis. Mouah, ciao bene les amis.